On va accueillir Gabriel Birgan qui va nous parler de la chirurgie hors du bloc opératoire, qui est un vrai sujet, tellement un sujet qu'il y a un groupe de travail qui rédige en ce moment un avis SF2H sur ce thème. Je suppose que tu vas en parler, Gabriel. À toi. Je vais essayer de ne pas faire sonner mon... Oui. Désolée. Bonjour à tous, merci au comité d'organisation de m'avoir invité. Vous m'entendez bien là, c'est bon? Je vais faire court, efficace, chirurgical. Voilà. Alors comment on définit la chirurgie hors bloc opératoire? Donc j'ai une diapo qui ne passe pas sur Mac, manifestement, j'espère que ça ne sera pas le cas pour les autres. Donc la différence entre chirurgie ambulatoire et office-based surgery, grosso modo, c'est la présence d'un anesthésiste ou pas, quoi. La nécessité d'avoir un anesthésiste pour l'intervention. Donc ça sera des interventions qui seront de durée courte, 1 heure à 1h30, et puis avec une anesthésie qui ne modifiera pas les fonctions vitales, donc c'est du topique, local, loco-régional. Grosso modo, c'est ça, et ça peut se faire en dehors du bloc opératoire. Alors la liste des actes qui peuvent se faire en dehors du bloc opératoire n'est pas établie. Voilà, ça c'est un article qui est peut-être une des deux références, je dirais, à garder en tête. Publié par un collègue irlandais il y a quelques années. Ils sont un peu plus en avance que nous, là, pour le coup, sur ce sujet-là. Vous avez par spécialité, en fait, un ensemble d'actes qui sont réalisés hors bloc dans les hôpitaux d'Irlande. Mais il n'y a pas de liste, en fait, exhaustive, et cette liste n'existe pas, et elle n'existera pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Alors, chirurgie hors bloc opératoire, quel risque infectieux? Point d'interrogation. Donc ça, ce sont des rappels, hein, que vous avez probablement vu aujourd'hui, ou des rappels sur vos connaissances. Donc c'est les facteurs liés aux patients qui vont influer le risque, hein, diabète, tabagisme et compagnie. Les facteurs liés aux patients qui ne sont pas modifiables, c'est son âge, hein, qui sont constitutifs du patient, et puis des facteurs qui sont liés au geste chirurgical. Ça va être le type de chirurgie, bien entendu, propre contaminée, ça va être la technique chirurgicale, donc la taille de l'incision, la profondeur de l'incision, la durée de l'incision, qui vont également influer sur la plaie, et bien entendu la contamination préopératoire de la plaie si elle existe. Alors, l'origine exogène, endogène, on ne sait pas bien en termes de pourcentage. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les infections associées aux soins, hein. Là, j'ai mis 70-95%, ce qu'on retrouve assez habituellement dans les articles, 30% pour l'exogène, pas 70%. Vous voyez, on ne sait pas bien ce qui est de l'ordre de l'endogène, majoritairement de l'endogène, un peu moins d'exogène. Alors, si on regarde la littérature, en fait, il y a assez peu de données. Donc là, une première revue de la littérature qui compare la chirurgie ambulatoire versus la chirurgie en cabinet. Et en fait, grosso modo, il n'y a pas d'effet significatif, ou tout du moins d'impact de la réalisation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Majoritairement, moins d'infections, grosso modo, sur l'ensemble des diapos que je vais passer là rapidement, en chirurgie hors bloc opératoire. Mais en fait, il ne s'agit pas exactement de la même patientèle, il ne s'agit pas exactement des mêmes actes opératoires. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, on a des taux qui sont inférieurs, mais dans des contextes qui sont différents, pour des patients qui sont différents. Voilà une autre diapo qui est peut-être plus parlante. Vous avez sur l'histogramme en bleu ce qu'est la chirurgie en cabinet, en rouge ce qu'est la chirurgie ambulatoire telle qu'on la connaît au bloc opératoire, et puis la chirurgie classique à l'hôpital, en hospitalisation conventionnelle, qui est en vert. Donc vous voyez que grosso modo, on a des taux qui sont sur le bleu plus bas que pour le rouge ou le vert. Donc là, c'est la chirurgie de la main. Les collègues de chirurgie de la main se posent beaucoup de questions pour passer au bloc opératoire. Vous avez probablement eu ces questions-là sur la chirurgie de canal carpien, qui est vraiment un sujet pour eux, du fait du manque d'accès du bloc opératoire, des problèmes de ressources humaines, du coût que tout ça génère, y compris du coût éco, l'empreinte carbone du passage au bloc opératoire. Donc il y a beaucoup d'émulation autour de tout ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vous incite à consulter le site de l'Académie nationale de chirurgie. Vous avez toute une session entière qui a été capturée sous format vidéo, et vous avez des chirurgiens qui s'expriment sur leur spécialité en office-based surgery. Donc c'est vraiment à garder en tête. Donc je passe là-dessus, autre diapo, voilà. Les études que vous avez sur ces diapos-là sont méthodologiquement toutes bancales. Et sur le simple principe que, en fait, l'événement étant tellement rare que avoir une différence entre les différents types de chirurgie est quasiment impossible à avoir de manière prospective et très difficile à avoir de manière rétrospective également. Alors, l'état de la réglementation, en fait, le seul document, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on réfléchit avec les collègues de la SF2H, hein, c'est le document de la HTS qui est fait pour la chirurgie ambulatoire,
qui est le niveau d'environnement technique de réalisation des actes interventionnels en ambulatoire. C'est date de 2010 et c'est le seul en fait qui est vraiment adapté à cette histoire-là. Et donc, quand vous regardez ce document-là, vous avez différents niveaux de risque et c'est le niveau 1 qui correspond à la chirurgie hors bloc opératoire. Vous avez des notions de patient, des notions d'équipe, des notions de compétences, d'ergonomie, je passe rapidement, et également des notions d'environnement dans lequel l'acte chirurgical, ou l'acte tout simplement, parce que ce n'est pas forcément que de la chirurgie, qui est mené en dehors du bloc opératoire. Je passe pour des questions de temps. Vous avez ce document-là de l'AFSAPS pour les IVT en ophtalmo, qui définit aussi quelques éléments, notamment le fait de limiter les turbulences aériennes, le fait d'arrêter le système d'air conditionné lorsque vous êtes sur la phase d'intervention, ou lorsqu'il y a une ouverture cutanée, tout du moins, là c'est pour l'injection de l'œil, pour limiter la contamination particulière. La chirurgie, la médecine vasculaire a également émis ses recommandations. Voilà quelques éléments. Bon, c'est très étoffé, je n'ai pas repris l'ensemble des éléments, bien entendu, qui disent qu'il peut y a certains actes, notamment les ablations de varices, peuvent être faits en dehors du bloc opératoire dans certaines conditions. Et puis la haute autorité, le Haut Conseil de la santé publique, pas la Haute Autorité de Santé, désolé, avec le virage ambulatoire, document de 2021, qui définit le fait qu'il faille passer à 80% de chirurgie ambulatoire, ça on le sait depuis longtemps, et aussi qui dit qu'il faut réglementer cette histoire de chirurgie hors bloc opératoire. Mais pour l'instant, on n'a pas la réglementation qui suit, jusqu'à présent. Alors, je reviens sur cet article d'Hilary Humphreys que j'ai présenté tout à l'heure, notre collègue irlandais. Alors eux, ils définissent donc deux types de chirurgie. La chirurgie dite mineure. Alors, chirurgie mineure, c'est pas, je pense, à utiliser. Quand on est dans le vocabulaire d'un chirurgien, il n'y a pas de petite chirurgie. Et c'est d'ailleurs véridique. Et la chirurgie mini-invasive, et donc la chirurgie dite mineure, c'est les actes qu'on a vus tout à l'heure, peuvent se faire dans des environnements qui sont en dehors du bloc opératoire, sans ventilation particulière. Un document qui est assez sympa, je trouve, sur ce sujet-là, c'est la chirurgie de la main en Angleterre, où vous avez les types d'actes qui sont listés dans une espèce de diagramme là. Puis vous avez ceux qui sont réalisables en dehors du bloc opératoire, ceux qui sont réalisables avec un système d'échange d'air, et puis ceux qui doivent être faits au bloc opératoire. Ça, c'est pour la chirurgie de la main, et c'est, comme à chaque fois, les Anglais, de manière très pragmatique, qui disent, voilà, toc, toc, toc. Bon, il y a tous les 11 aspects, règles qu'il faut respecter par ailleurs, qui sont également évoqués. Alors, en Pays de la Loire, on s'est dit qu'on allait faire un document, donc on a essayé de bâtir un référentiel, et sur la base de ce référentiel-là, on a mené un audit. Et on a donc des collègues qui ne sont plus là, peut-être, mais certains ont participé à l'audit. 40 salles ont été auditées, et on a essayé de voir dans quel environnement, en fait, ces actes-là étaient réalisés. Bon, si vous voulez aller plus loin là-dessus, le document, enfin l'ensemble du rapport est disponible en ligne sur notre site internet à partir d'aujourd'hui. Donc, date d'anniversaire du document, donc c'est la mission SpeakMe ANC, et donc majoritairement de l'ophtalmo, un peu d'ORL, de la dermato. Grosso modo, enfin c'est mon impression, je m'attendais à ce que ça soit plus cata que ça. Donc c'est plutôt pas trop mal. Il y a quand même quelques éléments qui pêchent, mais on s'y attendait aussi. C'est le fait de ne pas être forcément accoutumé, acculturé à certaines pratiques de précaution standards, notamment, et également à des infections chirurgicales des mains qui est assez peu faite. Et la ventilation, à mon avis, mériterait d'être un peu améliorée pour certaines salles. Bon, je passe. Vous voyez, les verbatim, c'est nécessité d'échange, de retour d'expérience, de trame de protocole. Donc on a quand même pas mal de choses à faire, et on est en train d'y travailler dans le cadre de la SF2H. Donc pour conclure, le niveau 1 donc de document de la HS de 2010, c'est celui qui correspond à la chirurgie hors bloc, c'est celui sur lequel on se base pour réfléchir actuellement. Le risque infectieux est a priori faible, évaluation individuelle qui doit être faite bien entendu par l'opérateur, systématiquement en fonction du type de patient. Il faut exclure la pose de matériel. Vous savez, quand on parle avec les orthopédistes, ça a été le cas notamment lors de la session à l'académie, les orthopédistes nous disent mais hors de question, nous on ne posera jamais de matériel en dehors d'un bloc opératoire. Et donc ils ont déjà cette sensibilité à cette histoire-là. On a besoin d'un référentiel, la SF2H y travaille, l'Académie nationale de chirurgie a émis ses préconisations, mais on a aussi besoin d'un référentiel HAS, donc peut-être que ça va venir dans les années à venir, et d'un cadre réglementaire de manière générale, une nécessité d'habilitation, de qualification, formation des professionnels, qui ne sont pas tous, bien entendu, dans le domaine chirurgical, et de la dermatologie, par exemple, parce que les équipes de dermato savent
faire des actes dits de chirurgie, c'est pas complètement sûr. Et puis une démarche qui doit être différente de la chirurgie hors bloc, qu'elle soit en établissement de santé ou hors établissement de santé. Donc il y a voilà, tout ça, tout ce cortège d'éléments qui sont en cours de réflexion avec Olivia, Corinne, Delphine qui est dans la salle, et puis également nos collègues du CPS Pays de la Loire qui viennent de partir, mais qui ont beaucoup œuvré pour le référentiel. Voilà, je vous remercie.